9 août 2025, peuple d'Afrique et peuple du monde libre, recevez nos salutations. Merci de nous retrouver une fois de plus sur Gandhi Malian TV. Nous sommes avec Michael depuis Moscou. Avec Michael, nous sommes dimanche, Recording in mais progress. il est faux. Il est faux pourquoi? Parce que le président Trump doit rencontrer son homologue, le président, son Excellence Vladimir Poutine. Cette rencontre a lieu à Alaska, notamment les 15 août. C'est ce thème que nous avons aujourd'hui avec Michael. Il va nous aider à comprendre davantage. Lui qui est, non seulement c'est un russe, mais qui réside surtout à Moscou, qui connaît les enjeux, les contours. Pourquoi cette rencontre? À quoi faut-il s'attendre? Michael, recevez nos salutations depuis Bamako au Mali. Bonjour, cher général. Bonjour, public malien, africain et mondial. C'est un plaisir de se retrouver en ce plateau, de recevoir vos Bakary Fofana. salutations. Et moi, de mon côté, je vous salue depuis Moscou. Merci beaucoup, Michael. Sans plus tarder, les présidents Trump et Poutine doivent se rencontrer. Mais nous pensons que ce qui a facilité toute cette rencontre, c'est le voyage de l'émissaire du président Trump à Moscou. Et je pense que lors de notre dernière émission, vous aviez déjà évoqué cela. Et ça tombe à pic, c'était l'analyse que vous avez faite. Parce que quand on parlait de l'ultimatum, vous aviez dit, Michael, que vous ne serez pas surpris de voir que le président Trump doit peut-être utiliser le voyage de son émissaire pour essayer de prolonger quelque chose ou aboutir à autre chose. Mais qu'un ultimatum de sanctions, vous ne vous attendez pas à grand chose. Michael, est-ce que vous avez été surpris du voyage? Parce que vous annoncez des choses. Vous avez été surpris du voyage de l'émissaire du président Trump juste à la fin de son ultimatum. Drôle de coïncidence. Est-ce que vous avez été surpris? Vous savez, ça vient pas comme quelque chose d'extrêmement inattendu. Euh, Peut-être je m'attendais pas à un sommet du président russe et américain, mais de toute façon, une prolongation des délais, une euh, euh, certaine détention dans les relations, oui, je m'attendais à ça et c'est exactement dans cet objectif que l'émissaire américain Steven Witkoff est venu à Moscou pour détendre les relations, pour détendre la communication russo-américaine. C'est pas pour rien qu'il est venu exactement pile à la date finale de l'ultimatum. Comme vous l'avez déjà mentionné, j'en ai parlé pendant l'émission passée et c'est vraiment un show de Trump. Il met tous ses accents pour rendre ce processus, ces négociations euh, les plus vifs, les plus euh, intéressante, disons. Il a mis la tension, il a suspendu ses sanctions et c'est au dernier moment que nous avons eu la décision du président Trump de ne pas aller
de ne pas lancer cette guerre des sanctions, des tarifs, etc. C'était un peu évident que dans aucune situation, dans aucune condition, on ne parlait pas de guerre des tarifs, mais de toute façon, beaucoup des gens ordinaires, surtout en Amérique, vont penser que grâce au leadership exceptionnel, extraordinaire du président Trump et au travail de son émissaire Witkoff, nous n'avons pas eu cette guerre des tarifs. Mais il ne faut pas oublier qu'en réalité, un décret, euh, un document décrétant permettant l'introduction des tarifs contre les pays faisant la commerce avec la Russie est entré en vigueur et signé par président Trump. Et il, selon la recommandation, je me rappelle pas tellement bien, si je me trompe pas, ça doit être la recommandation du ministre des Finances des États-Unis qui doit suivre les relations commerciales de la Russie avec d'autres pays. Et ce décret permet au président Trump, au ministre des Finances des États-Unis, d'introduire des tarifs additionnels contrôlés pays. Et le premier pays, c'est l'Inde. Trump a déjà annoncé 25% additionnel de tarifs contre l'Inde pour son achat des hydrocarbures en Russie. Mais il a suspendu l'introduction de ces tarifs pour 2 ou 3 semaines. Donc, encore une fois, après la réunion avec président Trump, il va pouvoir suspendre encore une fois ou éliminer ce décret. Ne l'utilisez pas contre les pays menant la commerce avec la Russie, mais la possibilité, l'opportunité est là, le décret est là. Vraiment, on va s'attendre avec impatience au résultat du sommet d'Alaska. Oui, c'est normal, hein, cette mesure du président Trump dont vous avez évoqué, qu'il a pris cette note, même si ça a été suspendu, parce qu'en partant en table de négociation, il a besoin peut-être d'un certain outil aussi, parce que sur le terrain, l'armée russe continue d'avancer, l'opération spéciale avance bien, ce qui fait que Trump n'a presque pas suffisamment de cartes entre les mains. Donc il prend une telle mesure. Et nous savons que cela vise aussi à appeler les pays membres de BRICS à accroître un peu de pression ou demander à la Russie de revoir un peu certaines de ses positions. Il veut créer peut-être un peu de tension aussi au sein des pays membres de BRICS, mais les pays de BRICS sont très bien gérés. Tous les pays là ont d'ailleurs riposté déjà aux États-Unis. Je pense que là, Trump n'est pas en train de faire bonne affaire. Et je pense que même à la fin de cette situation, Trump est pressé même que les États-Unis reprennent pleinement la coopération avec la Russie, parce que nous savons que ce que les États-Unis voulaient à l'issue de cette guerre, les gaz, le pétrole, ils ont déjà un accord commercial avec l'Union européenne qui vont continuer d'acheter pour plus de 600 milliards de dollars certaines ressources avec l'Union, avec les États-Unis. Mais, Michael, nous savons que du voyage de cette rencontre de l'émissaire du président Trump et le président Poutine, il a été décidé de cette rencontre sans doute. Mais avant de parler de la rencontre, à quoi faut-il s'attendre?
Mais regarde, ici, nous sommes curieux de savoir pourquoi c'est Alaska qui a été retenu comme lieu. Nous, on s'attendait peut-être aux Émirats arabes unis, à Singapour, Minsk peut-être pas beaucoup, mais aux Émirats arabes unis, Singapour ou bien même à Malaisie, des pays comme ça. Mais tout d'un coup, nous voyons que c'est en Alaska que la rencontre doit avoir lieu. Pourquoi Alaska? Euh, il y a plusieurs facteurs qui ont influencé cette décision. Euh, le premier point, euh, c'est une région limitrophe à la Russie. C'est relativement proche de la Russie et assez éloigné de la partie continentale des États-Unis, parce que vous savez que l'État d'Alaska et les autres États des États-Unis d'Amérique n'ont pas d'une frontière, ils sont divisés par Canada. Donc, c'est, disons, mi-chemin euh, pour président Poutine et pour président Trump. Parce que si on parlait de Minsk, Émirats arabes unis, d'autres pays, euh, c'est de toute façon une partie tierce qui sera impliquée dans ces négociations et le fait d'organiser ce sommet entre les leaders de la Russie et des États-Unis sur le sol de l'une des parties impliquées, ça nous libère des oreilles qui peuvent écouter, des yeux qui peuvent regarder et des bouches qui peuvent murmurer quelque chose. Là, ici, nous sommes sur le sol souverain de l'une des parties concernées. Ça montre, à mon avis, euh, une confiance parce que président Poutine va devoir aller et visiter un État américain, ce qu'on n'a pas vu pour plusieurs années. Ça, c'est un certain degré de la confiance envers la partie américaine, envers le président américain. Et donc, puis on évoque déjà le troisième ou le quatrième point, ce sommet organisé dans l'État d'Alaska va être nécessairement consécuté par un sommet organisé en Russie. Ici, notre président Poutine va faire une petite faveur au président Trump d'aller chez lui dans son pays, mais en revanche, pour la réunion euh, suivante, euh, ça va être nécessairement le sol russe, l'une des régions russes, peut-être l'Extrême-Orient ou Sibérie, quelque chose comme ça. Donc ça crée également cette chaîne, cette série, ou plutôt lance cette série d'échanges, des visites
officielle entre les deux parties, entre les deux États. Et finalement, on a aussi une histoire avec cette région, parce qu'à l'époque, à l'origine, c'était jusqu'à 1867. C'était une région russe. C'était la région qui s'appelait l'Amérique russe. Euh, il y avait nos sociétés commerciales qui menaient le commerce avec les peuples autochtones. Il y avait des églises, des premiers villages et même peut-être des petites villes russes qui ont été organisées là-bas. Mais vu une vu que c'était une région extrêmement éloignée de la partie européenne de la Russie, de la capitale russe, c'était très difficile à bien gérer la région, à la bien alimenter en argent, en fonds nécessaires, en population nécessaire, en protection militaire, etc., etc., etc. Donc, c'était jugé lucratif et logique de vendre cette région aux États-Unis et l'accord a été finalisé en 1867, mais depuis cette année, donc disons pour un siècle et demi, il reste encore des églises orthodoxes russes dans la région. Il reste des gens qui parlent russe. Il reste des gens qui euh, se sentent russes ou descendants des habitants russes de la région. Et également, c'est la région américaine avec le pourcent le plus élevé de la population orthodoxe. 12% de la population de cet État est de la foi chrétienne, de la foi orthodoxe. Donc tout ça, le passé russe de la région et des liens culturels, religieux, linguistiques de la région avec la Russie, dans le présent peuvent également constituer l'un des facteurs clés euh, quand un président Trump choisissait quel endroit, quel État proposer comme l'endroit du sommet Trump-Poutine. Ok, Michael, donc Alaska, ce que nous retenons, c'est à équidistance des deux présidents et puis c'est une force symbolique, surtout symbolique historique parce que c'est un État que la Russie, à son temps, avait vendu, avait cédé aux États-Unis en 1867. Et donc, il y a des populations russes là-bas, ce qui peut renforcer encore davantage des questions de sécurité. Parce que ici, les gens s'interrogent vraiment sur des questions de sécurité en territoire américain. Michael, la sécurité, vous nous rassurez en une minute, c'est bon? Il ne faut pas trop s'inquiéter? Bon,
Je crois que n'importe quelle personne sur cette planète doit comprendre que le moment où le président russe, n'importe quel président, que ce soit Poutine, que ce soit un autre président russe, passé ou à venir, n'importe quel président russe, surtout président Poutine, aimé et adoré par sa population, par ses électeurs, qui va être touché par une force étrangère, que ce soit sur notre territoire ou sur le sol étranger, cette force va être détruite dans quelques minutes. On va utiliser nos armements nucléaires, on va utiliser nos armes non nucléaires hypersoniques qui peuvent être même plus efficaces que des armements nucléaires de 20e siècle. Il faut être euh, en délire. Il faut être une personne à 100% mentale pour même penser à toucher à notre président ou aux membres de sa délégation. Parce que la riposte, l'attaque qu'une telle force va subir, euh, ça va pas même être le commencement de la Troisième Guerre mondiale. Ça va être juste l'élimination totale de cette force. Donc là, je ne pose même pas la question de sécurité. Ok, Si quelqu'un y pense, il est condamné déjà. ok, merci beaucoup, Miguel, d'avoir rassuré surtout le public qui nous suit. Ceci étant, maintenant, on rentre dans le vif du sujet même, c'est-à-dire cette rencontre. À quoi faut-il s'attendre de cette discussion entre le président Trump et son homologue, le président Poutine? À quoi s'attendre concrètement? Vous voyez, je crois qu'on a eu un très bon échange entre Witkoff et Poutine ici à Moscou et autres participants dans ces négociations Russie-Amérique. Il y avait un progrès considérable parce qu'auparavant, on n'organisait pas un sommet comme ça, mais de toute façon, il faut préciser, concrétiser euh, les conditions, les positions des deux parties. On a vu, on a entendu les journalistes européens parler de certaines conditions éventuelles de ces pourparlers. Je crois que peut-être plus ou moins ça va tourner autour cela, mais de toute façon, euh, chaque condition, chaque axe, que ce soit le conflit russo-ukrainien, que ce soit les relations bilatérales Russie-Amérique, qui, je crois, vont faire les deux éléments, les deux points phares de ces négociations, que ce soit la position des États-Unis, de la Russie sur l'arène internationale par rapport aux autres acteurs.
Je crois que les deux parties ont déjà pu avoir une idée approximative de ce qui constitue la position de l'interlocuteur. Mais de toute façon, dans chaque accord, dans chaque négociation, il faut très bien préciser tous les termes, toutes les conditions, peut-être les changer, ajuster ou remplacer par quelque chose pour vraiment arriver à un bon résultat. Donc, si on parle des sujets de ce sommet, je vous viens de les énumérer. C'est un, le conflit Russie-Ukraine. Deux, c'est relations bilatérales Russie, États-Unis et les potentialités d'une coopération entre ces deux pays. Et peut-être le troisième point, c'est, euh, disons, le système des relations internationales euh, et les rôles de la Russie, des États-Unis dans ce système des relations internationales. Parce que là, on parle quand même toujours de la formation du monde multipolaire. Et peut-être on va en parler entre président Trump et président Poutine. Seront les résultats? Quels seront les achèvements de ce sommet? Est-ce qu'on va y arriver à quelque chose de réel ou peut-être on va juste, encore une fois, renforcer la compréhension mutuelle, rapprocher des positions des deux pays et il nous faudra un autre sommet? Je ne sais pas. Moi, je dirais même que peut-être ce sommet va être un grand avancée. On va peut-être arriver à une armistice ou cessez-le-feu partiel sur le champ de bataille du conflit russo-ukrainien. Euh, Par exemple, cessez-le-feu dans l'eau et dans l'air. euh, Quelque chose comme ça. Euh, mais les sujets sont tellement complexes qu'il faudra vraiment se rencontrer plusieurs fois pour euh, bien réfléchir toutes les conditions, pour bien réfléchir les euh, réponses à ces propositions, à ces conditions. Donc, je pense que ça va être le premier sommet entre les deux leaders, mais on va en voir au moins un autre, peut-être même plusieurs au cours de cette année. Parce que de toute façon, ce sont les États-Unis qui se proclament les leaders du monde occidental et ils n'ont pas besoin de vraiment accorder leur position avec leurs inférieurs, tels est l'Europe, par exemple. Ni l'Europe ni l'Ukraine ne sont pas invités pour ce sommet. Donc, Trump dit ouvertement c'est lui qui va décider, c'est lui qui va régler, c'est lui qui va créer la solution et cette solution va
devoir être respecté par l'Europe et par l'Ukraine. Tandis que nous, la Russie, nous sommes souverains, nous sommes indépendants, mais de toute façon, nous avons des alliés, des partenaires, notamment les pays membres des BRICS, euh, et nous faisons la partie très importante et influente du monde multipolaire émergent. Il nous faudra en parler avec nos partenaires. Par exemple, il y a quelques jours, le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, a invité le président russe, Poutine, à venir en Inde. Et on dit que il a été assez persistant a invité président Poutine venir avant euh, le 3 septembre, avant le sommet en Chine. Puis on va avoir le sommet en Chine où on va avoir président Xi Jinping, président Trump et président Poutine. Peut-être il y aura d'autres rencontres, d'autres réunions. Donc, tout le monde va devoir discuter les résultats du premier sommet qui va être sans doute être un grand avancée dans les relations bilatérales de la Russie et des États-Unis et dans la résolution du conflit en Ukraine, mais ça va pas être le final de ce conflit, à mon avis. Ok, Michael, vous aviez dit dans votre explication que Trump assume son leadership du monde occidental. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin ni de l'Europe, ni de Zelensky. Parce que après Trump était le niveau 2, ce sont les Européens, niveau 3, Zelensky, qui est au bas niveau. Il n'a pas besoin d'eux et puis les décisions prises vont s'appliquer à ces gens. Mais nous savons aussi que l'envoyé, l'émissaire spécial du président Trump avait émis le souhait de voir Zelensky à cette rencontre. Mais que c'est le président Poutine surtout qui avait refusé. Le président Poutine avait avancé l'idée que toutes les conditions n'étaient pas réunies. Maintenant, vous avez parlé d'une première rencontre en Alaska. Deuxième rencontre, ça serait sans doute en Russie. Faut-il s'attendre à une rencontre où les présidents Trump et Poutine vont sans doute accepter la participation du président Zelensky? Est-ce possible? Je crois que c'est possible, mais ça va devoir être précédé par plusieurs actions. Notamment, la partie russe n'a pas refusé la participation du président ukrainien. La partie russe, encore une fois, a souligné le caractère illégitime du pouvoir en Ukraine. Le président Zelensky a usurpé le pouvoir. Selon la constitution ukrainienne, il n'est pas un président légitime, fiable, démocratiquement élu par la population ukrainienne, par les électeurs ukrainiens. Euh, Ça, c'est un point de vue, c'est même pas un point de vue, c'est une réalité qui a été affirmée et réaffirmée
par la partie russe, pour nous, il est très important et je crois que c'est très important pour n'importe quelle personne ou pays qui veut entamer des négociations officielles, que les conditions acceptées par l'autre partie vont être acceptées par une personne, par un pouvoir, un régime qui est constitutionnel, qui est soutenu par le peuple du pays en question. Le pouvoir, le régime de Zelensky n'est pas démocratiquement élu, n'est pas soutenu par les gens, par les habitants de l'Ukraine. Peut-être on va voir comme le premier étape de déescalation, de détention de ces relations à, à part des différents types de cessez-le-feu, on va voir l'organisation des élections en Ukraine où euh, une personne, que ce soit Zelensky ou quelqu'un d'autre, va être élu par le peuple ukrainien et qui va comme ça avoir le pouvoir constitutionnel, démocratique, qui va avoir la possibilité de parler au nom de son peuple et d'accepter ou proposer des conditions au nom de ce peuple. Et ce qui est le plus important, mettre en réalisation, en réalité, les conditions d'un accord qu'il va signer, qu'il va accepter au nom du peuple ukrainien. Vous- Donc, la participation d'un président ukrainien, même peut-être Zelensky, n'est pas exclue des sommets, des pourparlers entre la Russie et les États-Unis. Mais l'essentiel est que ce président soit un président constitutionnel, un président légitime. Pour le moment, Zelensky n'est pas un tel président. Il est un dictateur. Donc, il est nul dans les yeux de la Russie. Il ne peut pas s'engager et engager l'État ukrainien dans n'importe quelle négociation et accord. Ce qui est un peu surprenant, même Zelensky dit rejeter d'avance, et je pense que toujours manipulé par les Européens, dont Emmanuel Macron, il dit ne pas être d'accord avec des choses qui vont se discuter sans l'Ukraine, mais vous venez de dire qu'il n'est pas légitime. Et Emmanuel Macron tient un discours comme ça, mais nous rappelons simplement à Emmanuel Macron qu'en 1884-85, quand il faisait le partage de l'Afrique, les Africains n'étaient pas là. Mais là n'est pas le sujet. Zelensky, aujourd'hui, dit s'opposer d'emblée à cet accord. Or, le président Trump a laissé attendre que toute décision va s'appliquer pleinement. Est-ce faut-il voir du fait que Zelensky pourrait tout simplement être remplacé si nous savons que déjà au niveau du Parlement ukrainien, il y a peut-être des députés qui commencent à contester certaines choses, certaines décisions de Zelensky. Est-ce les, s'il y a des décisions, ces décisions vont s'appliquer avec Zelensky ou ça serait sans Zelensky? Euh, Encore une fois, je veux le répéter.
euh, il n'est pas un président légitime. Donc, il ne peut pas faire partie de n'importe quel accord. Même si par hasard, par la volonté de Dieu, aujourd'hui, ce soir, on arrive à un accord parfait entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas la signature de Zelensky qui va rendre fiable, crédible, légitime euh, cet accord dans les yeux de la partie russe. C'est la signature du speaker du Parlement ukrainien. Encore une fois, je le dis, peut-être après cessez-le-feu qu'on va avoir, ou peut-être même en cessez-le-feu, on va organiser des élections du président de l'Ukraine et on va avoir un leader constitutionnel du pays. Mais encore une fois, si par la volonté de Dieu on arrive à un accord ce soir entre l'Ukraine et la Russie, c'est pas la signature de Zelensky qui va se trouver en bas de ce document. Parce que lui, il n'est pas un président légitime. Sa signature ne vaut rien. Elle coûte quelque chose et on connaît très bien combien ça coûte la signature de Zelensky, mais du point de vue de la loi, elle est nulle, elle ne vaut rien. Ça, c'est une position très, 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 très claire du gouvernement russe, du Parlement russe, du président russe, de toutes les autorités russes. Maintenant, peut-être en quelque forme, Zelensky va participer dans quelques réunions, dans quelques pourparlers entre la Russie et les États-Unis. C'est évident que les États-Unis vont informer Zelensky de tous les, au moins des détails les plus généraux du sommet entre président Trump et président Poutine. Peut-être c'est même lui qui va être là-bas et peut-être même on va voir quelques interactions entre le président russe et président Zelensky, mais hum, disons, c'est pour un peu accélérer le processus, pour accélérer un accord, une solution diplomatique du conflit. Mais encore une fois, c'est pas sa signature, c'est pas sa décision qui vont compter dans cette solution. Ok. Euh, Michael, merci pour d'ailleurs ces réponses très très édifiantes. Nous allons essayer d'échanger un peu des thématiques, aller sur un autre terrain. Parce que nous aussi en Afrique, il y a des choses qui nous préoccupent et nous avons besoin de votre analyse depuis Moscou. D'ailleurs, une des questions qui nous préoccupe, c'est la présence des mercenaires colombiens en territoire africain, précisément au Soudan. Nous autres pays de l'Est aussi, nous sommes des pays en guerre aujourd'hui. En guerre parce que certains pays impérialistes sont en train de
d'instrumentaliser des terroristes, de les utiliser comme des mercenaires pour s'attaquer à nos pays et à nos choix stratégiques. Au Soudan, on nous parle de plus en plus de la présence des mercenaires colombiens. Michael, est-ce que vous en savez quelque chose? Sinon, quel est votre angle, votre grille d'analyse là-dessus? Euh, bon, effectivement, il y a des mercenaires colombiens au Soudan et sur d'autres champs de bataille, y compris en Ukraine, parce qu'on en trouve des mercenaires colombiens participer dans l'opération militaire spéciale contre la Russie. Tout ça remonte au fait que l'État de Colombie est contrôlé pour plusieurs dizaines de l'année par les États-Unis, même vu que le président actuel ne soit pas et n'est pas un président pro-américain, pro-occidental. Il essaie de mener une politique interne et externe indépendante, mener la coopération avec la Russie, d'autres puissances du monde multipolaire. Depuis plus d'un siècle, c'est un État qui est financé, contrôlé par les États-Unis d'Amérique. C'est en effet le pays qui est utilisé comme un agent, comme un intermédiaire dans toutes les activités du Washington sur le continent sud-américain. Euh, donc, il y a beaucoup de cartels, narcocartels, et même, encore une fois, avec le président qui est anti-américain, le système est toujours là. Les cartels, les armées privées, ça existe toujours, hein. Et ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin de la pratique et leurs propriétaires, leurs maîtres ont besoin de les utiliser dans plusieurs endroits chauds de notre planète. C'est également le pays de Soudan. On a vu plusieurs centaines de mercenaires colombiens dans le pays. Il y a quelques jours, on a vu l'élimination de plus de 40 mercenaires colombiens. Ils se sont retrouvés dans un avion sur la base aérienne des RSF, Rapid Strike Forces. Donc, et avant cela, on a eu le communiqué du ministère euh, soudanais des Affaires étrangères qui appelait la communauté internationale à condamner l'implication des citoyens colombiens dans le conflit.
Donc, c'est une réalité et en effet, si on relie une décision, une dernière décision euh, des RSF, c'est la création du gouvernement parallèle. J'ai échangé avec l'ambassadeur de ce pays en Russie, à Moscou. J'étais là-bas pour la conférence de presse et je suis totalement d'accord avec la réponse que Son Excellence ambassadeur du Soudan en Fédération de Russie m'a donnée à ma question. C'est que cette décision de créer le gouvernement parallèle au gouvernement officiel du pays, ce n'est euh, qu'un cri. Ça ne manifeste, ça ne stipule que euh, l'absence des opportunités, des possibilités pour ce mouvement RSF d'assurer le contrôle total du pays. Parce qu'à l'époque, quand ils avaient la prise de plus d'une moitié de du pays, ils ne parlaient pas d'un gouvernement parallèle. Mais maintenant, tandis qu'ils sont coincés, tandis qu'ils sont chassés des villes et des régions soudanaises, ils essayent de riposter avec des décisions, des mouvements politiques, parce qu'ils n'ont pas de moyens, de possibilités de répondre à cette avancée de l'armée officielle du Soudan avec une réponse militaire. Et cette invitation, cette implication des mercenaires colombiens dans le conflit euh, ne fait que constituer encore une autre preuve de la situation euh, déplorable des RSF parce qu'ils n'ont plus leurs propres moyens et les forces extérieures qui les supportent, qui les soutient, les aide, y compris par l'envoi des mercenaires colombiens. Ok. Michael, vous avez tellement détaillé ça, et c'est même inquiétant hein, pour nous autres Africains, de tout ce qui se passe. Nous voyons à quel point le Soudan est exposé à cette agression de certains pays, mais à travers des mercenaires colombiens. Faut-il craindre la présence des mercenaires occidentaux, encore d'autres pays, puisés dans d'autres pays, sur d'autres théâtres d'opération en Afrique? Parce que nous, de l'Est ici, ça nous interpelle beaucoup, Michael. Comme j'ai un peu déjà évoqué cela pendant ma réponse, euh, il y a des mercenaires colombiens en Ukraine qui y battent contre la Russie en soutenant l'Ukraine avec les fonds qui sont octroyés
par les pays occidentaux. À l'Ukraine, ils ont la possibilité d'acheter, de faire venir les citoyens des plusieurs pays, y compris de la Colombie. Euh, il y a des citoyens européens, il y a malheureusement même des citoyens des pays africains. Ce sont les représentants de ces quelques pays africains qui ont oublié leur histoire, leur passé, leur tradition et qui ont décidé à participer dans ce conflit du côté ukrainien. Il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des mercenaires, mais en réalité, ce sont des militaires des pays de l'OTAN. Ce sont des militaires actifs ou qui viennent de quitter leur armée nationale et par hasard, le jour suivant leur résignation, ils se trouvent en route vers l'Ukraine ou déjà en Ukraine pour guider, pour euh, instruire les militaires ukrainiens et pour gérer les armements les plus sophistiqués, complexes de l'OTAN que les soldats, les officiers ukrainiens ne peuvent pas gérer, utiliser faute de formation nécessaire. Mais il y a quelques jours, je crois que c'était la fin de la semaine passée ou le début de cette semaine-là, qu'on a vu, qu'on a eu trois officiers britanniques être pris. Ils sont devenus prisonniers de guerre. Maintenant, le ministère britannique des Affaires étrangères et de la Défense euh, essaye de les présenter en tant que touristes qui sont allés en Ukraine pour leurs affaires privées. Mais la réalité qu'il y a juste quelques jours, nos soldats, nos forces armées ont stormé l'une des bases ukrainiennes et ils ont pris trois officiers britanniques. On a eu plusieurs soldats, officiers français, polonais, allemands, britanniques être tués par nos missiles, par nos armements dans États, des états-majors, des certains groupements de l'armée ukrainienne. Mais juste il y a quelques jours, on a eu trois officiers britanniques vivants. Donc, malheureusement, l'implication des forces étrangères, des mercenaires, des militaires formés et actifs des armées étrangères est bien évident et bien confirmé par plusieurs
preuve objective. Donc, comme ça. Ok, Michael, ce fut vraiment un plaisir, voire même un régal d'être avec vous, de vous attendre décortiquer de long à large ces deux thématiques, à commencer par la rencontre des présidents Poutine et Trump qui a lieu ce 15 août en Alaska et venir terminer sur le mercenariat de certains pays impérialistes pour déstabiliser le monde. Michael, votre mot de la fin. Merci beaucoup, cher un général pour être mon co-animateur de cette émission. Merci, merci beaucoup à notre public patient qui nous a suivis tout au long de cette émission. Je vous dis qu'on vit vraiment des moments historiques maintenant. La semaine prochaine va nous apporter beaucoup d'actualités, beaucoup euh, des nouvelles, beaucoup de nouveaux détails. Et je crois que la semaine prochaine, on va avoir encore une fois une émission très intéressante et très importante qui va nous tous permettre à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Ok, Michael, merci beaucoup. C'est à nous vraiment de vous remercier. Nous remercions également tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont bénéficié de votre expertise de ce soir. Nous espérons vous retrouver très prochainement, c'est le samedi sans doute, pour un autre numéro. D'ici là, nous disons à tous les téléspectateurs de Gandhi Malien de rester branchés sur Gandhi Malien parce que d'autres programmes vont continuer, d'autres programmes vont suivre juste après. Quant à nous, nous vous souhaitons bon courage et bonne chance et à la semaine, à samedi prochain. Merci beaucoup, portez-vous bien. Chaque jour est une chance, surtout prudence. Merci.